Bonjour à tous, je m'appelle Jules Giraudat, je suis journaliste pour le réseau Forbidden Stories. Forbidden Stories, en fait, c'est un réseau de 45 journalistes d'investigation à travers le monde. Et l'idée qui sous-tend Forbidden Stories, c'est on a fait le constat qu'il y avait des 80 journalistes en moyenne qui sont tués chaque année, des centaines qui sont réduits au silence, emprisonnés, condamnés à l'exil ou censurés. Et notre travail, c'est de réunir un réseau de journalistes pour continuer le travail de ces journalistes qui ont été censurés. Ça a été initié en 2016 par Laurent Richard. Et notre premier projet s'appelait le projet Daphné. Il y a une journaliste maltaise, Daphné Caruana Galizia, qui, le 16 octobre 2017, est morte dans un attentat à la voiture piégée. C'était une journaliste d'investigation qui enquêtait sur la corruption au plus haut niveau à Malte, sur l'évasion fiscale, sur la mafia maltaise. Et donc, c'est comme ça que Forbidden Stories a commencé. On a réuni des journalistes du Monde, des journalistes de Radio France, des journalistes du Guardian, du New York Times, pour tous ensemble, à la fois essayer d'enquêter pour comprendre pourquoi cette journaliste avait été assassinée et en même temps continuer son travail. Parce que l'idée, c'est que souvent, quand un journaliste ou une journaliste est assassiné quelque part dans le monde, c'est des personnes qui sont souvent assez seules, pas forcément soutenues par des grands médias et qui pourtant mènent ce combat depuis des années, malgré les menaces. Et donc, l'objectif quand on tue un ou une journaliste, c'est de réduire au silence son histoire, faire en sorte que le public n'en entende pas parler, qu'on tue l'enquête dans l'œuf. Et nous, l'idée, c'est en publiant tous ensemble au même moment le travail d'un ou d'une journaliste, c'est essayer de faire le plus de bruit possible et d'envoyer un message à ceux qui ont tué cette personne, c'est-à-dire vous avez réussi à réduire au silence le messager, mais vous ne réduirez pas au silence le message. Ça, c'est le leitmotiv de Forbidden Stories. Donc, on a débuté avec ce projet Daphné, où on a enquêté tous ensemble pendant 6 mois. Ça a démarré en rencontrant la famille de Daphné, en leur expliquant ce qu'on souhaitait faire. Daphne Caruana Galizia, journaliste killed when a bomb exploded. Connected to the aggressive work she had done calling out corruption in Malta. On a récupéré son téléphone portable, on a récupéré son ordinateur, et donc on a enquêté pendant des mois sur essayer de reprendre tous les documents qu'elle avait eus, essayer de reprendre contact avec toutes les sources avec qui elle avait été mise en contact. Et au bout de 6 mois, nous avons publié ce travail tous ensemble. Donc c'était en 2018. Et depuis, on a continué à enquêter sur le travail de Daphné parce que la question qui se pose souvent, c'est est-ce qu'on va réussir à avoir de l'impact? Est-ce qu'on va réussir à changer les choses? Et ça ne marche pas toujours, ça prend parfois du temps. Et dans le cas de cette journaliste maltaise, Daphné Caruana Galizia, il a fallu attendre 2 ans pour que finalement les assassins présumés soient arrêtés, que le commanditaire présumé, un des grands patrons maltais, soit à lui-même arrêté. Et donc, c'est évidemment le travail de la justice, de la police. Il y avait une pression populaire, les gens étaient dans la rue. Et nous, on a essayé, avec nos moyens, mais à amener des éléments pour que cette enquête avance, s'assurer que la police fasse bien son travail, mettre la pression aussi sur le système judiciaire maltais, où des fois, il y a un problème d'indépendance pour que les choses avancent. Donc ça, c'était le premier projet sur lequel on a travaillé. Ensuite, et c'est aussi l'idée de Forbidden Stories, c'est de créer un peu une internationale du journalisme et de faire en sorte que dans plein de pays, dans plein de régions du monde, des gens commencent à faire du journalisme collaboratif. On a initié un projet qui s'appelait le projet Frontières Mortelles, où c'est 3 journalistes d'un journal équatorien qui s'appelle El Comercio ont été kidnappés à la frontière entre l'Équateur et la Colombie. Ils enquêtaient sur des groupes de dissidents FARC qui mouillent dans le trafic de drogue. Ils ont disparu, on avait une nouvelle d'eux pendant 2 semaines et finalement leurs corps ont été retrouvés dans des zones qui ne sont plus contrôlées par ni l'État colombien ni l'État équatorien, mais par ces groupes de dissidents et de narcotrafiquants. La zona donde fue secuestrado el equipo periodístico del diario El Comercio es la región donde delinquen las disidencias de las FARC y también narcotraficantes. Los periodistas teníamos que cubrir eso. Teníamos que cubrir y decir al país, a nuestros lectores, esto está pasando en la frontera.
y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas. Et donc, un groupe d'une quinzaine de journalistes équatoriens et colombiens se sont réunis et on dit, voilà, on va travailler ensemble pour s'assurer que les histoires de ces journalistes, leur enquête, leur mémoire perdurent et continuent à faire du bruit. Et donc, ils nous ont appelés en nous demandant de pouvoir s'allier avec eux pour essayer d'avoir une résonance internationale. Et donc, je suis allé là-bas travailler avec eux pendant plus de 2 semaines, 3 semaines à la frontière, dans ces zones parfois un petit peu risquées, pour essayer de retrouver, aller sur les traces de ces journalistes, les derniers endroits où ils ont été avant de disparaître. Et là, dernièrement, et c'est l'objet principal de notre discussion aujourd'hui, un de nos travaux à Forbidden Stories, c'est d'essayer d'analyser les raisons pour lesquelles les journalistes aujourd'hui sont tués ou censurés. Malheureusement, il y en a beaucoup. Beaucoup meurent sur des terrains de conflit, d'autres parce qu'ils enquêtent sur le trafic de drogue ou le trafic d'humains. Beaucoup de journalistes sont tués parce qu'ils enquêtent sur la corruption, mais on s'est aussi aperçu que énormément de journalistes étaient censurés ou assassinés parce qu'ils enquêtaient sur des scandales environnementaux. C'est-à-dire qu'ils soient dans certains pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud ou en Europe. C'est des personnes qui essayaient en fait de nous alerter sur des problématiques qui nous concernent tous. Ce sont ce qu'on appelle des signaux faibles. C'est un journaliste du Guardian avec qui on a travaillé, Jonathan Watts, qui parlait comme ça. C'est souvent des journalistes assez isolés, des blogueurs, des journalistes indépendants qui enquêtent sur une problématique extrêmement locale liée à l'environnement, une usine qui pollue, un problème de déforestation et de trafic d'animaux, par exemple. Et ils enquêtent pendant des mois sur ce sujet-là. Ils sont à un moment, ces personnes peuvent être intimidées, assassinées. Et au final, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que ces histoires en fait concernaient tout le monde. Parce que l'histoire d'un journaliste en Tanzanie qui enquête sur une mine d'or, par exemple, où il y a des graves problèmes de droits humains, de violence, de contamination. En fait, cet or va se retrouver au final dans les objets de notre quotidien électronique, notre téléphone portable, notre ordinateur, notre tablette. Donc, en partant de ce constat, il y a environ 13 journalistes qui ont été assassinés ces 10 dernières années parce qu'ils ont enquêté sur des scandales environnementaux. C'est un chiffre plutôt bas. On pense qu'il y en a évidemment beaucoup plus. Des centaines ont été intimidés. Et donc, on a commencé à étudier ces questions-là et on s'est aperçu notamment qu'il y a un secteur où de nombreuses violences étaient commises contre les journalistes, c'est le secteur minier. C'est un secteur finalement assez peu connu du grand public, assez opaque, extrêmement un des plus polluants au monde, et en même temps central dans notre économie, parce que les minerais qui sont minés un peu partout dans le monde se retrouvent, comme je le disais, dans des objets de l'électronique ou dans des objets électroménagers, servent à fabriquer des avions, des voitures, se retrouvent dans tous les objets. Et donc c'est un échelon central de toute industrie ou de tout secteur industriel et qui est extrêmement polluant. Et donc on a enquêté dans 3 pays. L'objectif, c'était de montrer que c'était une problématique globale, qu'en fait, malheureusement, on est censuré pour les mêmes raisons en Tanzanie, au Guatemala ou en Inde. Et donc, on s'est intéressé à 3 histoires. Une, comme je l'expliquais juste avant, c'est l'histoire d'une mine d'or détenue par un des plus grands groupes mondiaux d'or qui s'appelle Barrick, qui est situé au nord de la Tanzanie, dans une région naturelle extrêmement luxuriante, protégée. Il y a beaucoup de parcs nationaux à côté. Et cette mine s'est installée sans respecter le droit des populations locales, c'est-à-dire souvent en s'installant presque de force dans des zones où les villageois allaient faire paître leurs animaux. Et donc cette mine s'est installée là et s'est créé un climat de violence avec les habitants de la région. Des dizaines ont été assassinées, de nombreuses femmes ont été violées, des cours d'eau ont été contaminés. Et nous, notre enquête était à la fois de parler de ces choses-là, parler de ces problématiques-là, parce que de nombreux journalistes, on a calculé qu'environ 12 journalistes ont été censurés de différentes manières parce qu'ils enquêtaient sur ce sujet. Donc certains ont été condamnés à l'exil et vivent aujourd'hui à l'étranger sous protection. D'autres, comme Javier Idrissa,
qu'on a longuement interviewé et dont on a continué le travail, était un journaliste d'enquête extrêmement connu en Tanzanie. Et du jour au lendemain, le gouvernement, qui évidemment est très lié à cette industrie minière, a décidé de fermer son journal. Voilà, de manière arbitraire, le ministère de l'information a décidé de fermer son journal. Et aujourd'hui, Djabir Idrissa, qui était un journaliste extrêmement réputé, travaille dans un petit magasin de vente d'habits de seconde main et est blacklisté de tous les journaux, donc il n'arrive pas à retrouver de travail, ce qui entraîne évidemment des problématiques ensuite personnelles, mais ses filles ne peuvent plus aller à l'université, lui-même a dû revendre la petite maison où il habitait. Enfin voilà, il y a toujours à chaque fois un impact personnel évidemment très fort. La deuxième histoire, c'était en Inde. Il y a un journaliste, Jagandra Singh, qui enquêtait sur les mafias du sable, donc sur des groupes mafieux qui en fait extraient le sable en Inde. Le sable, ça sert à énormément de choses. Ça peut servir dans la construction, ça peut servir dans des industries, par exemple pour faire du verre, différentes choses. Et il y a aussi des minerais extrêmement précieux dans le sable qui sont exportés à travers le monde et qui servent dans l'aéronautique, dans l'automobile. Et donc, il enquêtait sur ce sujet assez peu connu, et pourtant le sable est une des ressources qui aujourd'hui est le plus pillée. On estime, certains scientifiques estiment que peut-être dans 100 ou 150 ans, nous n'aurons plus de plage, par exemple. Et donc, Jagandra Singh a enquêté dans le nord de l'Inde sur ce sujet-là. Et un jour, des hommes viennent chez lui, l'aspergent de pétrole, lui mettent le feu. Et il y a des vidéos de Jagandra Singh qui dit, voilà, ce sont des hommes du ministre qui ont fait ça, ce sont des policiers qui ont fait ça, et il va mourir quelques heures plus tard. Il y a une enquête qui est faite de manière pas du tout indépendante, qui conclut qu'il se serait suicidé lui-même aspergé d'essence, et on lui aurait mis le feu. Et donc nous, notre enquête, c'était de montrer que cette version officielle ne tenait pas, que Jagandra Singh avait été en réalité assassiné, et essayer de comprendre pour quelles raisons il avait été assassiné. Ça, c'est la deuxième histoire. Et la troisième histoire est au Guatemala. Et je vous propose de peut-être regarder un teaser, parce que nous avons filmé cette enquête qui a duré près de 6 mois. जोगेंद्र सिंह को जिंदा जलाकर मार दिया जाता है. Jagendra, he went after a particular minister. He started writing about his involvement in the sand mafia. Tengo que vivir clandestinamente. Para la compañía, para las autoridades, yo era una amenaza. Impunity na rushwa ni wadudu wabaya katika maendeleo yale ya sekta kwa sababu they have money. You came here for a very important reason. It's about finishing the work of assassinated or under threat reporters. How many men were involved in this raping? 6, wakati mwingine wamo hata 8. Oh, export details. There's a lot of security around the mine. He told me again that we should be careful and don't tell anyone where you stay. The importers are in more than 80 countries. We did a ranking, we looked at specific companies. I'm just a journalist. I'm sorry about that. I don't mean to be rude. Sorry about it. Stop it. ¿La policía disparó o no contra los manifestantes? No se sabe oficialmente. عليك تقل لذا شوت خوشينكي فان لا اوت قال لذا شوت وكان نقجا نكوش اخو تشليش لقچه تشليش لقها تشليش لقايق. Comme je vous l'expliquais, la troisième histoire sur laquelle on a travaillé a lieu au Guatemala. Donc après l'or, le sable, on s'intéresse fois au nickel. Un matériau, encore une fois, qui est
utilisé cette fois-ci beaucoup dans la fabrication d'objets du quotidien qu'on retrouve essentiellement dans notre cuisine, par exemple dans notre salle de bain. Ça sert à polir des choses ou à fabriquer d'autres produits électroniques. Cette histoire au Guatemala a lieu dans un tout petit village qui s'appelle El Estor. C'est un endroit assez magique. Il y a le lac Izabal, qui est un des plus beaux et des plus grands lacs du Guatemala, une forêt et un écosystème extrêmement riche. Et cette mine est comme une balafre au milieu de ce paysage idyllique. Et elle dépayse complètement ce lieu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, c'est des villageois qui viennent d'une communauté indigène qu'on appelle les Maya Kekchi, qui vivent là donc depuis des siècles, qui ont en plus une relation spirituelle liée à la nature extrêmement importante, où pour eux, voilà, les arbres, l'eau ont toute une signification spirituelle et religieuse. Et un jour, ces pêcheurs qui vont au petit matin chaque jour pêcher avec des barques à la rame voient la couleur du lac devenir rouge. Et très vite, ils supposent que ça vient de cette mine de nickel qui est située juste à côté du lac, où notamment il y a des canaux qui rejettent les eaux usées et qui, eux, et donc très vite pensent que la pollution vient de cette usine, que en fait l'eau n'a pas été filtrée, et le problème c'est que très rapidement ils ne peuvent plus pêcher. Les gens à qui ils vendent le poisson dans les villages alentours ont peur, et donc ces gens-là perdent leur travail, et donc décident de manifester pour demander simplement l'information, des réponses, à la fois à l'entreprise locale, mais également au gouvernement qui a donné la licence à cette mine pour s'installer là. Et ils font des manifestations, ils demandent des comptes, ils demandent des études indépendantes pour mesurer en fait la concentration potentielle de nickel dans l'eau, et tout ça leur est refusé. Eux-mêmes font une enquête indépendante avec leurs moyens, donc tous les pêcheurs récoltent de l'argent, font eux-mêmes des tests dans l'eau, les envoient en Allemagne, les envoient au Mexique pour que l'eau soit analysée, et on voit qu'il y a une concentration de nickel extrêmement élevée, bien supérieure aux normes tolérées. Et donc, ils continuent à manifester jusqu'à un jour où la police décide de tirer sur eux à balles réelles. Un journaliste est blessé, un pêcheur est blessé, un autre est tué. Et il y a un petit média guatémaltèque qui s'appelle Prensa Comunitaria, qui a des journalistes dans toutes ces communautés, dans tous ces villages, un peu partout au Guatemala, et notamment à El Estor, un journaliste qui s'appelle Carlos Choc. Donc Carlos Choc décide à la fois couvrir les manifestations des pêcheurs et en même temps d'enquêter pour essayer de savoir d'où vient cette pollution, pourquoi des eaux usées très chargées en nickel sont rejetées dans le lac. Il s'inquiète également de voir la journée, la mine produit pas trop de fumée, mais bizarrement, de nuit, il y a une fumée rouge qui sort, et tous les matins, il y a comme une nappe de fumée rouge au-dessus du village El Estor. Et donc, Carlos Choc commence à enquêter, et petit à petit, il recommence à recevoir des menaces, des voitures qui sont devant chez lui, des appels au téléphone. Je vous propose, par exemple, juste pour terminer sur Carlos Choc, pardon, et jusqu'au jour où la mine décide de porter plainte contre Carlos Choc en disant il essaie d'inciter les pêcheurs à se révolter, il participe à des groupes criminels de dissidence alors qu'il faisait uniquement son travail. Et Carlos Choc est poursuivi par un juge ou de sombre histoire qui le poursuivent, qu'on pense être corrompu aux mains de cette entreprise minière, et qui donc poursuit Carlos Choc avec des charges extrêmement graves. Carlos Choc risque de 20 à 30 ans de prison, et donc il décide de fuir El Estor pour échapper à une justice qu'il n'estime pas indépendante, et il est obligé de vivre dans la clandestinité pendant 1 an et demi. Donc nous, quand on a initié le projet, voilà, on est allé retrouver Carlos Choc là où il vivait, dans la clandestinité, loin de sa famille. Il a dû laisser ses enfants, sa petite fille et son petit garçon à sa mère, parce qu'il
il ne pouvait plus s'occuper d'eux. Il a dû revendre son matériel de travail, donc c'est-à-dire son appareil photo, tous les outils avec lesquels il travaillait parce qu'il n'avait plus d'argent. Et nous sommes allés le rencontrer, nous avons essayé de reprendre son travail, donc encore une fois les photos qu'il avait pu prendre, les témoignages qu'il avait réussi à avoir, il avait notamment réussi à interviewer des gens dans l'usine qui racontaient les conditions de travail, ce genre de choses, et les mesures de sécurité qui n'étaient pas respectées. Et nous avons en fait enquêté comme ça avec lui pendant près de 6 mois, où lui était loin d'Elestor, mais on allait le voir régulièrement, on allait sur le terrain, il nous mettait en relation avec des personnes. Et je vous propose peut-être de voir une vidéo concernant Carlos Choc et cette histoire au Guatemala. Los pescadores querían una respuesta del Ministerio de Ambiente, del gobierno, de la misma empresa, sobre la mancha roja y por eso estaban manifestando los pescadores. Lo que realmente vi es que los policías antimotines traían una orden de poder desalojar. Ellos no venían a dialogar, no venían a ver. Entonces, ya cuando veo la situación difícil, que no solamente gases lacrimógenos empiezan a disparar, pues tuve que tirarme a tierra y poder grabar, aunque sea con el celular también, el momento en el cual cae Carlos Mas, el pescador. Para la compañía de níquel y para las autoridades, para ellos yo era una amenaza porque tenía muchas pruebas de todo lo que había pasado, incluyendo el asesinato de Carlos Mas. El gobierno de que hace parte no sabe si hubo un muerto en la manifestación del 27 de mayo. No se sabe oficialmente. No existe ninguna prueba científica, ninguna, de que la Policía Nacional Civil haya asesinado a alguien. Et donc on a enquêté tous ensemble, donc à 45 journalistes, sur ces 3 histoires. Il y avait évidemment un enjeu important, c'est que on va sur des terrains où des journalistes ont été soit menacés, soit assassinés. Potentiellement, les tueurs n'ont pas été arrêtés, parce que dans aucun des cas, personne n'a été ni inquiété ni arrêté. La grosse problématique, c'était envoyer des journalistes sur place sans à la fois mettre en danger les gens localement, parce qu'évidemment, un journaliste anglais, allemand ou italien qui arrive dans un tout petit village au Guatemala, ça attire l'attention. Et donc, le but, c'était d'enquêter à la fois, de ramener le plus d'informations sans mettre en danger les personnes localement et sans nous mettre en danger. Et une des choses auxquelles on croit énormément, c'est le fait que d'être 40 journalistes, en fait, réduit le risque, dans la mesure où si un de nous pouvait être attaqué à un moment, les 39 autres pourraient continuer le travail. Et je crois que là, il y a Odile qui va me rejoindre pour les questions. Bonjour, bonjour Jules, bonjour Odile. Bonjour à tous et effectivement, désolé pour ces problèmes techniques et merci Jules d'avoir tenu le coup malgré tout ça. Alors oui, on avait pas mal de questions à vous poser en fait. Effectivement, cette question de la protection des sources qui effectivement semble très compliquée. La protection des sources et puis la coordination de tout ça, travailler à 40 dans plein de pays différents. Comment est-ce que ça s'organise et qui est le chef d'orchestre? C'était vous qui étiez aux commandes de tout ça? Alors, tout d'abord, sur la coordination, c'est notre rôle à Forbidden Stories. On est une équipe de 6 journalistes avec Laurent Richard qui a fondé Forbidden Stories. Puis après, on est 5-6 journalistes d'investigation. Moi, mon rôle, c'était vraiment d'être en charge de la coordination. Et donc, à la fois, c'est très facile parce que c'est des journalistes qui se connaissent depuis longtemps. Quand on choisit un petit peu qui va faire partie de la collaboration, c'est important pour nous que ce soit des personnes qui aient déjà participé à ce type de projet. Donc souvent, c'est des journalistes, par exemple, du Monde, comme Anne Michel ou Jean-Baptiste Chastan, qui ont participé à des grandes enquêtes comme les Panama Papers ou Paradise Papers. Et donc, l'idée de la coordination, c'est assez simple, c'est de faire en sorte que l'information circule. C'est-à-dire, typiquement, si je prends l'exemple d'une journaliste du Monde, Anne Michel va au Guatemala, elle interviewe des populations locales, elle va retrouver des documents, elle va peut-être faire des mesures, par exemple, de concentration de particules fines dans l'air ou de nickel dans l'eau.
elle va ramener ces informations à sa rédaction à Paris. Et après, le but, c'est que dans 29 autres pays, les journalistes aient accès à cette information-là pour quand, à leur tour, ils vont aller au Guatemala ou quand, à leur tour, ils vont enquêter sur l'entreprise qui est basée en Suisse, ils puissent utiliser ces informations et aller plus loin. Et donc, pour ça, on a une plateforme chiffrée, protégée, qui est chacun a accès depuis son ordinateur, où on ordonne les informations, on met les transcripts des interviews, on upload les documents. Donc voilà, le principal enjeu, c'est ça, c'est de faire en sorte que tout le monde ait l'information, la partage. Ensuite, l'avantage énorme de la collaboration, c'est que on a dans le groupe de 40 journalistes des personnes avec des profils différents. Il y a des journalistes très très bons, par exemple, pour enquêter sur des structures offshore ou le blanchiment d'argent, typiquement Anne Michel, qui est une des journalistes les plus réputées pour ça. Il y a d'autres, c'est des journalistes plus de terrain, qui ont l'habitude d'enquêter sur des terrains un petit peu difficiles, de gérer avec des sources, des gens qui prennent des risques en nous parlant. Il y a d'autres journalistes qui sont des journalistes environnementaux, donc qui connaissent intimement à ces questions-là. Je pense à Jonathan Watts, par exemple, du Guardian, qui enquête depuis plus de 20 ans sur des scandales environnementaux ou des contaminations à travers le monde, et donc connaît très bien ces sujets-là. Et en agglomérant tous ces talents, on arrive à la fois être, je pense, meilleur collectivement qu'individuellement. Et en plus, on a plus de moyens, c'est-à-dire qu'on peut se rendre un peu partout dans le monde. Si on a besoin d'avoir des informations dans tel pays, on a toujours un journaliste qui est sur place. Donc en fait, je pense, quand on s'attaque à des sujets comme ça, les sujets environnementaux, ce sont des sujets globaux, c'est pas que local. Finalement, l'impact est mondial. Quand on parle par exemple, de l'industrie minière, c'est une mine à un endroit, mais finalement, les minerais traversent le monde, passent les frontières pour se retrouver dans des usines à l'autre bout de la planète. Donc, pour s'attaquer à ces sujets-là, on est obligé d'être un groupe et un collectif de journalistes. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, sur le risque et les sources, nous, c'est notre première préoccupation. Évidemment, c'est en reprenant ces histoires, le but, c'est de ne pas mettre encore plus en danger les gens qui sont présents localement. Donc la première chose à faire, c'est d'aller discuter. Si je prends par exemple l'exemple de Jagendra Singh en Inde, ce journaliste qui a été à qui on a aspergé de pétrole et ensuite on a mis le feu. Sa famille a reçu d'innombrables menaces ensuite. Ils ont dû s'armer, prendre des licences d'armes, donc ils ont plusieurs pistolets chez eux pour se défendre. Et nous, la première chose à faire, c'est d'aller les voir en leur disant voilà, on aimerait faire ce projet-là, voilà les risques que ça peut impliquer, c'est-à-dire que on va mettre la lumière sur ces histoires-là. Est-ce que vous êtes partant? Est-ce que vous acceptez cela? Vous allez être en relation toujours avec nous. Nous, on va faire en sorte de ne pas vous exposer. Cette initiative vient de nous. Et en même temps, ce qu'on pense, c'est que ces personnes-là sont menacées aussi parce qu'elles sont isolées. Donc, c'est finalement des cibles plus faciles pour les personnes qui veulent attenter à la liberté d'un journaliste et ensuite menacer sa famille. Et donc, en mettant un coup de projecteur sur une histoire, en essayant de la médiatiser mondialement et aussi de la médiatiser dans le pays où elle a été censurée, ça c'est très important, et ben finalement, on pense que pour les personnes qui ont voulu attenter à ces journalistes, ils se disent « Ah, maintenant, il faut faire attention parce que si je commence à bouger sur cette histoire-là, si j'essaye de menacer un autre journaliste ou son collègue, en fait, l'information va pouvoir potentiellement se retrouver dans 30 médias à travers le monde. » Et ce qu'on voit, en fait, souvent, c'est que, par exemple, si vous pouvez faire le test, mais si vous tapez le nom de Elestor Solway mine de nickel sur Google, rien ne sortait avant ou peu de choses, par exemple en anglais ou en français. Aujourd'hui, vous allez avoir tout de suite des articles sur la contamination du lac, sur les pêcheurs qui ont été tués à balles réelles par la police. Et donc, en fait, on essaye d'inverser aussi un petit peu le rapport de force. C'est quelque chose qui est important pour nous. C'est que ces journalistes-là sont très seuls et finalement assez faibles face à des multinationales. Et là, nous, on est en capacité d'aller poser des questions aux responsables, donc d'aller poser des questions au patron de cette entreprise dont les headquarters, dont le siège social est en Suisse, ou d'aller interviewer le ministre de l'Environnement, par exemple, au Guatemala, qui est responsable de donner la licence et normalement de contrôler la manière dont fonctionne la mine. Et donc, en allant poser ces questions-là, on essaye aussi de défendre le travail qu'ont fait ces journalistes. Oui. Et il y a notamment dans votre documentaire, qui est réellement très impressionnant à regarder, on voit le témoignage de cette jeune fille indienne qui est la fille du journaliste qui a été assassiné. Voilà, et qui fait preuve d'un courage assez exceptionnel. C'est la seule qui refuse de signer un accord disant qu'elle va se taire, qui refuse de se taire. La fille de Jagendra Singh, Diksha, est dans une situation
extrêmement compliqué, c'est-à-dire que nous, on s'est aperçu au cours de cette enquête qu'en fait, la famille de Jagandra Singh, à un moment, avait décidé de passer un accord avec le ministre, dont on pense, où il y a de lourds soupçons que ce serait lui qui ordonnait l'assassinat de Jagandra Singh. Et à force de pression, à force de menaces, la famille s'est retrouvée contrainte d'accepter l'argent de ce ministre contre leur silence, pour se taire. Et toute la famille a signé ce document, sauf Diksha, qui à l'époque était une jeune fille de 16 ans et qui a dit bah non, si je signe ce document, en fait, je trahis la mémoire de mon père. Et moi, ce que je veux, c'est faire en sorte que mon père soit vengé et que la vérité éclate. Et elle n'a pas signé ce document et aujourd'hui, voilà, pour nous, c'était extrêmement touchant, en fait, de enquêter sur cette heure-là, parce qu'on avait cette jeune fille qui disait bah, je suis heureux que vous soyez là parce que moi, ça fait 3 ans, 4 ans là, que j'essaye de un peu me débattre pour que ça avance et ça n'avance pas. Même ma famille, finalement, a signé le compromis, donc je suis dans une situation délicate par rapport à eux. Donc là, on a essayé de poursuivre le travail de Jagandra Singh, enquêter sur cette mort extrêmement obscure et avec Diksha qui, en plus, veut devenir journaliste comme son père, et sa famille ne veut pas. Donc, on a un pays en Inde où les mariages jeunes arrangés existent toujours, et donc la mère de Diksha veut la marier. Elle veut la marier avec la dot qui vient de l'argent du compromis signé avec le ministre qui aurait assassiné son père. Et elle refuse de se marier. À son âge, toutes ses amies dans le village où elle habite le sont, et elle dit bah non, je ne me marierai pas tant que je n'aurai pas vengé mon père. Et alors, il y a des internautes qui se demandent justement si vous aussi, vous prenez des risques en faisant ça. C'est du journalisme particulièrement engagé, et vous n'avez jamais eu peur pour vous, pour vos équipes aussi? Alors, nous, l'objectif vraiment, encore une fois, c'est de réduire le risque au maximum. On ne va pas sur ces terrains-là pour prendre des risques ou mettre en danger des journalistes, parce qu'évidemment, il y a une forme de responsabilité quand on regroupe 40 journalistes qui vont aller à tour de rôle dans ces zones-là. Le but n'est pas de les mettre en danger. Donc, pour ça, tout d'abord, on travaille avec des journalistes locaux qui connaissent bien le terrain, qui connaissent bien les dangers. On fait en sorte aussi de mettre en place des protocoles de sécurité. L'ordre dans lequel on fait les choses est important. On ne va pas aller, je sais pas moi, toquer à la porte du meurtrier potentiel le premier jour. On va essayer de petit à petit connaître le terrain, avoir des sources, des relais. Ensuite, est-ce qu'il y a des moments où on a été en danger? Ça arrive, par exemple en Inde, avec mon collègue Arthur, on s'est retrouvé à un moment avec on a été accusé d'espionnage et il y a eu un mandat d'arrêt qui a été mis contre nous. Donc, les services de police et de renseignement dans l'état où on était en Inde, dans le sud, au Tamil Nadu, la police voulait nous arrêter. Donc, on a dû fuir le pays à un moment. Ça a pris une tournure extrêmement politique. Il y a eu des manifestations, des pancartes qui ont été affichées dans la ville en disant « Si vous voyez ces espions français, arrêtez-les ». Donc voilà, il y a des moments où il y a eu un petit peu de danger comme ça en fait partie, mais encore une fois, le but, c'est de le réduire. Et comme je disais tout à l'heure, l'idée vraiment du journalisme collaboratif, c'est de partager les moyens, partager les compétences, essayer d'avoir le plus d'impact possible, faire en sorte que ces histoires soient le plus entendues possible, mais c'est aussi de réduire le risque. Parce que je le disais tout à l'heure, mais c'est important, c'est voilà, quand on est 40 journalistes, il arrive quelque chose à une personne, en fait, il y en a 39 autres qui vont continuer. Donc, ça n'a plus de sens de s'attaquer à nous. D'accord. Excusez-moi, j'ai oublié de citer, c'était une question d'Ahmed, cette question. J'ai une question qui est plus personnelle, moi, c'est la façon dont vous avez réalisé aussi ces enquêtes est assez nouvelle, et c'est une série documentaire, et c'est effectivement feuilletonné. C'est-à-dire que vous avez mélangé les 3 histoires, vous n'avez pas voulu les clore à chaque fois. C'est quelque chose qui a modifié vraiment votre travail de journaliste, cette nouvelle réalisation? Alors, en fait, il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, c'est une série documentaire en 4 épisodes d'1 heure, et comme vous expliquez, les histoires sont entremêlées. Elles suivent une chronologie aussi, c'est-à-dire que le début de l'épisode 1, c'est une réunion à Paris qui a eu lieu l'année dernière, en janvier, où on a réuni
tous les journalistes du projet pour leur dire, voilà, on va enquêter sur telle histoire, voilà les pistes d'enquête, voilà les premiers documents qu'on a récupérés, voilà les personnes qu'on devrait interviewer, voilà sur comment on va se répartir le travail. Donc, on a fait 2 jours de brainstorming comme ça, et on a filmé ça. Et la fin du 4e épisode, c'est la publication où il y a une sorte de tension dans chaque rédaction, au Monde, à Radio France, au Guardian ou à El País, où tout le monde est en train de vérifier son article, faire en sorte de ne pas avoir fait de faute, de rien dire qui soit diffamatoire, par exemple. Et donc, l'idée de mêler les histoires sont devenues assez naturellement parce que c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que pendant 6 mois, des journalistes enquêtaient en même temps sur l'histoire au Guatemala, en même temps sur l'histoire en Inde, en même temps sur l'histoire en Tanzanie. Et donc, il était logique pour nous d'entremêler les histoires et les enquêtes parce que c'est ainsi que ça s'est passé. Après, évidemment, on a aussi... moi, je regarde énormément de séries de fiction et aussi de séries documentaires. Et aujourd'hui, beaucoup de séries quelques codes de la fiction arrivent dans le documentaire. Il y a des séries incroyables, notamment par exemple sur Netflix, qui reprennent des cold cases, des assassinats qui ont eu lieu et en font une série de 10 épisodes. Là, l'idée, c'était ça aussi, c'est d'amener un petit peu un côté polar, essayer d'amener du suspense à la fin du premier épisode. L'objectif, c'est que vous ayez envie de voir le deuxième. Donc, ça a changé un peu notre manière de faire, notamment parce que c'est sans commentaire. Moi, j'avais l'habitude avant de réaliser des reportages ou des documentaires où voilà, le commentaire, la voix off du journaliste portait vraiment le récit. Et là, les personnes qui racontent cette histoire sont à la fois des journalistes qui ont été menacés ou leurs familles et les journalistes qui ont participé à la collaboration. Et Éléonore demande si depuis ce documentaire, vous avez réussi à faire pression sur les entreprises qui utilisent les ressources minières des entreprises sur lesquelles vous avez enquêté. C'est une très bonne question. Alors, on a eu quelques succès, on a eu un petit peu d'impact. Je vous donne quelques informations comme ça, mais par exemple, au Guatemala, la mine de nickel qui appartient au groupe suisse Solvay, la mine a été fermée peu de temps après notre enquête. Alors, c'est pas uniquement lié à notre enquête, il y avait une procédure judiciaire qui était là, qui avait lieu depuis longtemps, initiée par les communautés locales. Le fait est que ça piétinait un peu, ça n'avançait pas, et quelques semaines après la publication du projet dans 30 médias à travers le monde, il y a eu cette décision qui a été prise. Sandhya Ravishankar, qui est une journaliste indienne avec qui on a enquêté sur la mort de Jagandar Singh et qui elle-même a été extrêmement menacée ces 5 dernières années. Elle avait de nombreux procès intentés contre elle par l'industrie minière, des procès extrêmement lourds qui lui coûtaient de l'argent, du temps, qu'on appelle des procès un peu des plaintes bâillons. Le but, c'est de faire en sorte que le journaliste ne puisse pas continuer à travailler. Et ces plaintes ont été retirées contre Sandhya Ravishankar peu de temps après. Après, nous, l'idée, c'est comme je le disais, c'est que parfois, ça prend du temps d'avoir de l'impact. Je prenais l'exemple de la journaliste Daphne Caruana Galizia. On a enquêté sur cette histoire pendant 6 mois et finalement, l'impact a eu lieu 2 ans après. Et parfois, il n'y a pas d'impact également. Mais au moins, une des choses qu'on essaie de faire et on essaie de garantir, c'est de faire en sorte que ces journalistes ne soient plus seuls et qu'ils savent qu'ils soient reliés à un réseau que derrière eux, il y a 30 rédactions qui sont là s'il se passe quelque chose. Et par exemple, je vous donne l'exemple de Sandhya Ravishankar qui a son propre site internet en Inde et qui, malgré les nombreuses menaces de mort, de viol qu'elle a reçues, continue à enquêter. Aujourd'hui, là, Forbidden Stories a lancé une nouvelle enquête, donc c'est confidentiel, je ne peux pas parler du sujet, mais on a réuni 40 journalistes pour travailler sur un nouveau sujet. Et Sandhya est venue à Paris et maintenant, elle fait partie des 40 journalistes et elle va enquêter sur la mort d'un autre journaliste. Donc ça, c'est ça aussi l'idée de Forbidden Stories, c'est de créer du lien, de créer un réseau international. Et donc, sur la page Facebook du Monde, Rameau demande, est-ce que vous pouvez aider ces journalistes menacés, par exemple, en essayant de leur offrir l'asile politique pour pouvoir continuer leur travail ailleurs? Alors, c'est un peu la suite de ce que vous venez de nous dire, mais ça peut aller encore plus loin. Alors, non, c'est une bonne question. Déjà, il y a des ONG, des organisations qui existent pour s'occuper de la situation des journalistes qui sont en danger ou menacés. Il y a Reporters sans frontières en France, CPJ aux États-Unis. Et vraiment, l'objectif et la vocation de ces ONG-là, c'est quand un journaliste est dans une situation compliquée, c'est de faire en sorte d'appeler l'ambassade ou de faire en sorte qu'il puisse être exfiltré du pays, de faire en sorte d'avoir un soutien financier à un moment et surtout de faire du plaidoyer. Donc c'est
Reporters sans frontières va faire des manifestations, écrire des courriers, des pétitions pour faire en sorte que la situation change. Je ne sais pas, par exemple en Turquie ou ce genre de choses. Nous, notre travail, il est différent. Notre travail est d'enquêter sur la mort d'un journaliste ou d'enquêter aux côtés d'un journaliste menacé, de continuer son travail, de le publier, de faire en sorte qu'il soit le plus écouté possible. Donc, ce n'est pas notre rôle en tant que Forbidden Stories de s'occuper ensuite de la situation d'un journaliste. On est là pour rester en contact, pour republier une information s'il le faut, pour que ce journaliste fasse partie après du réseau. Et donc, je pense que notre travail finalement est complémentaire du travail de CPJ et de RSF, par exemple. Et alors, j'ai une question qui est assez différente, mais qui se pose à titre individuel à chacun d'entre nous. Aurore se demande sur le Facebook de Willow Green, est-ce que c'est pas un petit peu contradictoire de faire de l'investigation environnementale avec autant de voyages dans des zones reculées? C'est une très bonne question. Si, évidemment. C'est-à-dire que je ne sais pas combien d'avions j'ai dû prendre l'année dernière pendant près d'1 an pour me rendre de nombreuses fois au Guatemala, en Inde, en Tanzanie, aller ensuite aux États-Unis pour aller interviewer par exemple les entreprises de la Silicon Valley qui utilisent dans la fabrication de leur téléphone portable l'or qui venait de Tanzanie. Donc évidemment, il y avait un impact carbone important. Après, c'est le seul moyen en fait de réaliser ces enquêtes-là. Donc c'est pas parfait, c'est pas idéal, mais ce que j'essaie de me dire pour me réconforter à des moments, c'est de me dire peut-être qu'en publiant ces informations et faire en sorte que des gens en entendent parler à travers le monde, on peut aussi changer un petit peu la mentalité des gens, essayer notre travail, c'est un travail de vigie, c'est essayer d'allumer un petit peu, que les gens se disent « Ah, j'avais jamais entendu parler de l'industrie minière, je connaissais pas cette usine, je connaissais pas ce problème au Guatemala. » Et que peut-être à partir de là, les gens ont envie de prendre en main ces questions-là et qu'après de s'engager, parce qu'en fait, les choses changeront pas parce qu'il y a eu un documentaire ou un projet collaboratif journalistique comme Gridler, il changera parce que les gens auront envie de voter, parce que les gens iront dans la rue, parce que les gens changeront aussi peut-être leur manière de vivre au quotidien. Donc nous, le but, c'est d'essayer d'éveiller un petit peu les consciences et d'animer le débat. Et alors, justement, Jérôme, lui, se demande si ce travail d'investigation pourrait contribuer à rendre le métier, à redorer plutôt, pardon, le métier de journaliste qui a été et qui est toujours tant décrié. Oui, c'est vraiment l'idée du journalisme collaboratif, c'est notre idée à Forbidden Stories, c'est-à-dire que on est dans un moment extrêmement critique pour la presse où la presse est extrêmement décriée, le métier de journaliste est un des métiers les plus détestés. Alors après, il faut faire la part des choses, c'est-à-dire que le journalisme soit critiqué, c'est indispensable. Notre rôle, on a un rôle démocratique en tant que journaliste, c'est d'animer le débat, d'amener des informations sur la place publique pour que les gens puissent se faire des opinions et qu'en plus les gens puissent voter, en ayant conscience parfois de choses qui sont cachées volontairement par des gens au pouvoir, par des entreprises. Donc, que notre travail soit critiqué, qu'on ne soit pas d'accord avec ce qu'on fait, c'est formidable. Et le but, c'est que les journalistes s'améliorent et fassent du bon travail. Ensuite, on est quand même dans une période où, par populisme, par volonté politique, des personnalités comme, enfin, j'enfonce des portes ouvertes, mais comme Trump ou d'autres vont avoir tendance à taper sur les journalistes. On a une ère des fake news où c'est dur. Je pense pour certaines personnes de voir qu'il est une information vraie ou fausse, et des gens utilisent ça à des fins politiques dans de nombreux pays. Et nous, ce qu'on pense, c'est que le journalisme collaboratif, c'est aussi essayer de redonner une autre image du journalisme. Le journalisme d'investigation, notamment, c'est pas que être en compétition les uns les autres pour essayer d'avoir le scoop en premier et essayer de gagner un prix après. C'est aussi partager les informations, c'est aussi une aventure collective, c'est aussi mettre notre liberté à chacun dans des pays où la presse est attaquée, en France, mais où finalement on est quand même dans une situation plus enviable que dans plein d'autres pays dans le monde. On met notre liberté au service de gens qui ne l'ont pas. Voilà, donc si ça peut essayer de changer le regard sur le journalisme, j'en suis ravi. Oui, c'est une forme de partage des ressources, en fait. On partage la ressource liberté avec eux. Et alors, justement, on se demande aussi, vous dites travailler en open source, qui est justement une façon aussi de laisser le libre accès. Alors, qu'est-ce que ça signifie exactement dans un collectif de 40 journalistes de travailler en open source?
Alors, le journalisme open source, c'est quelque chose qui est né il y a assez récemment, il y a moins de 5 ans. En fait, il y a énormément d'informations qui sont disponibles open source et librement en fait sur Internet, accessibles à tous. Le problème, c'est que souvent ces informations, c'est très dur de savoir où elles se trouvent, comment les chercher, parce que il y a trop de bruit sur Internet, il y a trop d'informations, donc on ne sait pas où chercher. Et il y a aujourd'hui souvent des personnes assez jeunes qui sont des profils, pas forcément de journalistes à la base, qui sont un peu des geeks, qui sont un peu des petits génies de l'informatique et qui sont capables, aujourd'hui, depuis leur ordinateur, sans jamais aller sur le terrain, de résoudre des crimes. Il y a par exemple une enquête qui a été menée par la BBC, un collectif de journalistes open source, comme on dit, qui s'appelle Bellingcat. C'est une vidéo qui a fait la une des journaux du monde entier. Ils ont réussi à résoudre un crime au Cameroun. C'est-à-dire qu'il y avait une vidéo qui était sur les réseaux sociaux, on voyait des militaires, mais on ne savait pas qui, tuer une jeune femme au Cameroun. Et ils ont réussi à dire, bon, bah, en fait, cette vidéo, c'est à tel endroit, parce qu'ils voyaient la topologie, donc ils se baladaient sur Google Earth, et ils mettaient une ligne de crête comme ça qui correspondait à celle de la vidéo. Ils se baladaient sur Google Earth, ils disaient, ah bah voilà, au bout d'un moment, en fait, c'est là que ça a eu lieu. Ensuite, ils voyaient l'angle de l'inclinaison du soleil. Donc, ils disent, le soleil, pour qu'il soit à tel moment, à tel endroit, c'est-à-dire que c'est à telle période de l'année, c'est tel jour, telle heure. Ensuite, ils regardaient les insignes des militaires. Ils recoupaient tout ça. Et finalement, ils ont fait une vidéo de 10 minutes où ils disent, bah, on peut dire que c'est tel officier de l'armée qui a tué tel jour, à tel endroit, cette personne. Et donc, pour nous, sur ce type d'enquête, de travailler avec des journalistes comme ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on peut combiner nos savoir-faire. Donc, il y a des journalistes qui vont sur le terrain, qui sont capables d'avoir des sources, d'avoir des documents. Et en direct, on était avec des journalistes qui sont basés un peu partout dans le monde, qui enquêtaient sur l'ordinateur, qui disaient, bah, attends, tu cherches tel officier de l'armée guatémaltèque parce qu'on pense qu'il est impliqué dans tel assassinat. Je vais essayer de voir où il est localisé, je vais essayer de voir où il habite, je vais essayer de voir où il travaille, je vais savoir comment il s'appelle, comment on peut le joindre. Et donc, ils nous envoyaient des informations en direct qui pilotaient notre enquête sur le terrain. Oui, ça c'était assez extraordinaire de le voir effectivement travailler de loin et alors comme dans une série américaine, d'une certaine façon, grossir les photos, zoomer et c'est vrai que ouais, dans l'enquête au Guatemala, c'est vraiment très impressionnant. Est-ce que vous restez très longtemps, alors ça rejoint la question sur la protection des sources et les suites de vos enquêtes, mais est-ce que vous restez en contact très longtemps avec les gens, parce que c'est aussi un temps humain énorme, j'imagine. Donc, avec la Tanzanie, en ce moment, est-ce que vous êtes toujours en contact avec Bien sûr. Ouais. Non, c'est essentiel de rester. L'enquête, évidemment, c'est un temps donné. Donc, de pouvoir rassembler 40 journalistes qui vont dédier quasiment tout leur temps pendant 6 mois à une enquête, ça ne peut pas durer indéfiniment, parce qu'à un moment, les journalistes reviennent dans leur rédaction et aussi d'autres choses à faire. Mais par contre, le réseau reste en place. On a des groupes de discussion sur des applications chiffrées sur lesquelles on discute. On est toujours en contact avec les journalistes et les journalistes de la collaboration sont toujours en contact avec les journalistes locaux. Et ça, c'est indispensable parce que parfois, ça arrive, et c'est arrivé dans le cas de Greenblood, où on a publié quelques mois plus tard un article ou un tweet, et tout le monde l'a fait dans le collectif pour, à un moment, alerter sur quelque chose qui se passait, soit positivement, soit négativement, soit des nouvelles menaces qui arrivaient. Et donc ça, c'est essentiel de garder ce lien-là et de pouvoir réactiver à tout moment le collectif pour enquêter de nouveau. Et je prenais l'exemple de la journaliste Daphné Caruana Galizia. On a eu une première enquête de 6 mois, une première publication, et puis finalement, 6 mois plus tard, on a recréé le groupe, et ça s'est fait en quelques heures. Tout le monde a dit, bah, vous avez vu l'info, j'ai eu telle source qui m'a dit que ça allait tomber, ou que telle personne allait être impliquée. Et on a réactivé à ce moment-là le réseau de journalistes qui ont enquêté tous ensemble pendant plusieurs mois de nouveau. Et alors, comment est-ce que vous constituez vos collectifs pour une enquête? Là, effectivement, vous nous parliez de la journaliste maltaise. Et comment ça se passe aussi avec les rédactions? Parce que est-ce que tous les journaux soutiennent énormément cette façon de travailler collective? Oui, alors pour nous, c'est essentiel qu'un journal comme Le Monde ou Radio France ou Le Guardian, en fait, croient à l'idée de Forbidden Stories, parce qu'en fait, c'est ces journaux-là qui font que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'un journal, mettre à disposition d'une enquête comme ça internationale 2 journalistes à plein temps, c'est évidemment un investissement énorme, parce que pendant ce temps-là, ils ne vont pas écrire moins d'articles qu'ils ne le font d'habitude. C'est accepter que le journaliste d'investigation, pour que ça fonctionne, c'est
premièrement du temps, et du temps, c'est des moyens, en fait. C'est accepter qu'un journaliste se concentre sur un sujet pendant de nombreux mois et n'écrive pas 3 articles par jour. Donc, évidemment, il faut des rédactions qui croient en ce qu'on fait, qui acceptent d'y mettre du temps et des moyens, et ça fonctionne. Ça fonctionne, et je pense que ça fonctionne aussi parce que, comme vous le disiez, les rédactions ont pris conscience qu'en étant ensemble, on est finalement plus fort. Et alors, comment est-ce que vous décidez de transmettre l'information à l'écrit ou là, via une série documentaire? Qu'est-ce qui vous aide? L'idée, c'est que chacun dans le groupe de journalistes va publier un article sur son média. Donc, il y a beaucoup de journaux, il y a aussi des radios, il y a quelques télés. L'idée d'un documentaire, c'est qu'il va arriver après la publication. Donc là, typiquement, c'était en juin dernier, dans 30 médias à travers le monde, on a publié des histoires sur le Guatemala, la Tanzanie, l'Inde. L'idée d'arriver après, c'est aussi qu'on on va essayer de faire parler dans le temps long de ces histoires-là et pas que sur une semaine. Et c'est aussi peut-être s'adresser à un autre public, parce que des personnes qui vont regarder un documentaire sur France 5 ou en replay ensuite sur Internet, c'est pas forcément les mêmes personnes qui vont lire Le Monde, par exemple. Donc peut-être un public plus jeune qui vont regarder ce documentaire. Donc nous, le but vraiment, encore une fois, c'est que le plus de gens possible entendent parler de ces histoires et on utilise tous les moyens à notre disposition. Merci beaucoup, Jules Giraudat. Merci de nous avoir expliqué toutes les coulisses de cette enquête environnementale.